Bonjour à tous et bienvenue sur Équilibrez-vous, le podcast qui vous aide à rééquilibrer votre santé. Je suis Wilfried, coach en nutrition depuis 2014 et ma mission c'est de vous aider à reprendre le pouvoir sur votre santé grâce à une approche scientifique et naturelle. Lors de chaque épisode, les invités et moi-même partageons nos expériences et nos connaissances afin de vous donner les clés d'une vie plus épanouie. Bienvenue pour ce troisième épisode de Équilibrez-vous, le podcast de BeMove. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Fiona, qui est de la team BeMove. Salut Fiona. Salut, bonjour à tous. Alors, vous ne la connaissez pas parce que vous ne l'avez peut-être jamais vue, mais avec Fiona, on travaille ensemble depuis pas loin de 2 ans maintenant. Ouais. Elle s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, elle vous répond aux emails aussi. Et elle s'occupe du podcast, la partie pas trop visible. C'est ça. Aujourd'hui, donc, on est ensemble devant la caméra. On va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser, qui est pourquoi, dans notre monde moderne, on consomme autant de sucre. Comment on en est arrivé là ? C'est un sujet qui est super intéressant parce que c'est une addiction qui est très présente et c'est parmi les substances les plus problématiques pour la santé. Donc, on va parler de tout ça en détail. Toi, Fiona, est-ce que tu te considères comme aimant le sucre ? Oui. Sans hésitation. Eh ben, ça tombe bien, du coup, tu pourras en parler avec nous. Ok. Alors, en petite introduction, je voulais évoquer un chiffre qui est assez troublant. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais on consomme en moyenne 30 kilos de sucre par an et par habitant en France. C'est un chiffre qui est absolument incroyable. Et si on rapporte ça à une journée, en fait, ça fait à peu près 100 grammes de sucre par jour. 100 grammes de sucre par jour, sachant que l'OMS recommande 50 grammes. C'est-à-dire qu'on est x2. Alors avec des quantités pareilles, il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens soient malades et ont des problèmes et que le diabète de type 2 notamment est en pleine explosion. Toi Fiona, tu penses en consommer plus ou moins que 100 grammes ? Moins quand même. Moins quand même. Parce que tu travailles chez BeMove, Voilà. donc tu as des bonnes bases. Heureusement. Non, moins, mais c'est vrai que j'en consomme quand même Ok. un petit peu. Après, ça dépend quelle période aussi. Par exemple, les périodes prémenstruelles. Voilà, la période des règles aussi, mais Ou oui, suivant l'humeur aussi, ça peut suivant être l'humeur aussi, ouais, si c'est on a un vrai. petit peu de stress, Après, etc. après, Ça, on pourra en reparler, c'est super intéressant. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, mais oui, j'adore le chocolat, donc oui, j'en consomme. Alors, pour vous donner un petit ordre de grandeur, donc ces 100 grammes de sucre par jour, ça correspond à peu près à 16 cuillères à café de sucre. C'est quand même beaucoup, 16 cuillères à café. Retenez bien ce chiffre parce qu'on va le mettre en corrélation avec ce que consommaient nos ancêtres. Et vous allez voir que c'est un chiffre qui est absolument astronomique. Donc justement, sur ce podcast, on va parler de un peu l'origine de la consommation de sucre. On va faire un petit retour en arrière, voir comment ça se passait à l'époque de nos ancêtres, voir comment eux consommaient du sucre, et puis les différentes phases, les différentes parties qui ont expliqué en fait aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là. Alors, on démarre, on rentre dans le vif du sujet. Souvent, quand on parle de santé, j'aime bien revenir en fait aux fondamentaux, à nos ancêtres lointains, le paléolithique. Alors on peut se dire, attends, mais de quoi il parle lui ? Parce que aujourd'hui, on chasse plus le mammouth. Sauf qu'en fait, le paléo, c'est pas si lointain que ça. C'était à peu près il y a 10 000 ans. Et il y a 10 000 ans, en fait, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, sur l'échelle de l'histoire de l'homme, c'est finalement pas grand-chose. C'est un peu hier, en fait, pour l'histoire de l'humanité. Et c'est super intéressant de mettre en rapport, justement, la façon dont vivaient nos ancêtres par rapport à comment on vit aujourd'hui. Et si notamment, aujourd'hui, on regarde des tribus, notamment les Hadza, qui vivent en Tanzanie, on remarque, en fait, qu'ils consomment très peu de sucre. Ils ont encore un style un peu style chasseur-cueilleur, et ça peut être justement une bonne, comment dirais-je, illustration de peut-être comment vivaient nos ancêtres en fait. Eux, le sucre, ça limite en fait ce que la nature leur offre, c'est-à-dire les fruits et le miel, pour faire simple, c'est-à-dire du sucre naturel. Et nous, en fait, on va pas forcément blâmer ça. Le sucre des fruits, le sucre du miel, c'est quelque chose qui, en soi, n'est pas forcément très problématique. Et d'ailleurs, avant de parler à l'époque du paléo, on va faire une petite explication peut-être pour comprendre pourquoi le sucre des fruits et du miel n'est pas problématique. Déjà, petite explication, il y a 2 grands types de sucre qu'on va rencontrer dans la nature. Pour faire très simple, il y a le fructose, donc le sucre qu'on trouve dans les fruits. Dans les fruits, parce qu'il y a fructose, voilà, ça commence pareil. Voilà.
et le glucose. En général, dans les fruits, on retrouve à peu près, principalement du fructose et avec un petit peu de glucose. Et voilà, pour le miel, c'est à peu près pareil. C'est très majoritairement composé de fructose, on va dire. Le glucose, en fait, il va être utilisé directement par le corps. C'est quelque chose qui est directement utilisable, le glucose. Et c'est lui, notamment, qui va impacter notre glycémie. Alors que le fructose, non. Le fructose, lui, il est utilisé par le foie, principalement. Donc, le fructose a très très peu d'impact sur la glycémie. Ça, c'est une chose que vous devez retenir, c'est super important. Et justement, voilà, ça montre que quand on consomme le fruit de la nature, en général, en fait, ça se passe bien. Surtout que dans les fruits, il y a en plus les fibres qui permettent de ralentir justement la digestion. Et en plus, ils ont des vitamines, ils ont des minéraux. Donc voilà, en général, quand on consomme le sucre de la nature, ça se passe bien. Toi, tu consommes un peu du miel, Fiona ? Ouais, alors moi, c'est plus sirop d'agave. Sirop d'agave, ok, ouais. Mais ouais, miel aussi, ça m'arrive. Donc. Ok. Et beaucoup de fruits en général. Si demain, tu devais trouver du miel dans la nature, il n'y aura pas de petits pots, tu devrais en trouver dans la nature. Est-ce que ce serait facile ou pas ? Non. Non, ce serait pas très facile. Parce que aller titiller une ruche pour aller choper du miel, bon, bah déjà, les abeilles vont peut-être pas forcément être contentes. C'est ça. Donc, en fait, nos ancêtres consommaient principalement des fruits. En fait, le miel, c'était peut-être plus rare. Mais ça n'empêche pas notamment que, enfin c'est assez marrant, mais nos ancêtres, ils avaient aussi des caries. On a découvert sur des crânes que les hommes du paléo, ils avaient des caries. Tout bêtement parce que le peu de fruits qu'ils consommaient, ils se lavaient pas les dents. Ouais. Le dentifrice n'avait pas encore été inventé. Ouais, et puis voilà, quand tu consommes des aliments au quotidien, tu ne laves pas les dents, il y a plus de bactéries, donc au final, plus de risques. Donc on a quand même retrouvé des caries. Bon, ça n'empêche pas, quoi. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que en quantité globale sur une année, on estimait que nos ancêtres du paléo consommaient l'équivalent de 22 cuillères à café de sucre par an. Tu te souviens combien on en consommait par jour ? 16 cuillères à café, donc c'est 16 grammes effectivement, mais 16 cuillères à café par jour aujourd'hui, et nos ancêtres c'est 22 sur une année entière. On voit l'explosion absolument astronomique en fait, quoi. Donc voilà, et nos ancêtres du coup, ils consommaient pas beaucoup de fruits, pas beaucoup de miel. Mais justement, en fait, la nature récompensait cette découverte parce que l'avantage du sucre, c'est que c'est quand même une énergie qui est immédiate. Contrairement, justement, quand tu consommes des graisses ou des protéines, où le corps doit faire des transformations chimiques pour le transformer en glucose, ce qu'on appelle la néoglucogénèse, le sucre, lui, l'avantage, c'est que il est directement utilisable, en fait, quoi. Donc, la nature récompense le fait de trouver de cette énergie rapide, en fait. Et notamment, ça fait sécréter de la dopamine. Cette dopamine, en fait, va dire, grosso modo, c'est bien, bravo, tu as trouvé du miel, tu as trouvé des fruits, continue. C'est une énergie qui est super intéressante et en plus qui est rapide. Donc au final, l'évolution a fait que la nature nous récompense de trouver de l'énergie. Un peu comme elle nous récompense de nous reproduire, elle nous récompense de plein de choses, en fait, pour que l'espèce perdure. Donc, il faut voir en fait le goût sucré et son impact sur le cerveau comme un avantage évolutif. Ceux qui avaient cette capacité à éprouver du plaisir à consommer du sucre avaient peut-être plus de chances de survivre. Et donc, la sélection naturelle a fait que, au final, elle a sélectionné indirectement les individus qui étaient capables d'éprouver du plaisir à consommer du sucre. Autant dans le passé, c'était quelque chose de plutôt appréciable, autant aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça a totalement déréglé notre cerveau. Et le fait que justement, aujourd'hui, le sucre ne soit plus rare, mais inversement en abondance, notre dopamine, du coup, elle est totalement niquée. Voilà. Donc, ce circuit de la récompense, retenez bien ce principe-là, on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu les bases de ce qui s'est passé, on va dire, à l'époque du paléo. Et puis ensuite, les hommes ont choisi de se sédentariser, puisqu'avant on était des chasseurs-cueilleurs nomades, c'est-à-dire qu'on parcourait en fait les espaces, la nature, à la découverte de nourriture. En fait, on suivait la nourriture, le gibier, ce qui poussait, etc. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, non,
on va inventer le camping. On va s'installer, on va se sédentariser parce que il y en a marre de marcher. À un moment, on va se faire une petite maison, quoi. Donc ça, c'est arrivé vers il y a à peu près 10 000 ans. Et on a découvert justement les premières traces de canne à sucre. Donc la vraie culture, on va dire, du sucre, il y a à peu près 8 000 ans. 8 000 ans avant Jésus-Christ, c'était les premières traces de la culture de la canne à sucre. Donc ce qui montre que déjà, voilà, on avait une certaine appétence pour le sucre. On pouvait se dire, bah voilà, le sucre, au lieu d'aller le chercher dans la nature, on va le cultiver en fait, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la révolution néolithique, le fait que les hommes se soient sédentarisés et ont commencé à inventer l'agriculture. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher l'alimentation là où elle pousse, on va déterminer des zones, on va planter des graines et on va avoir notre propre zone où on a notre manger. Ce qui aujourd'hui peut nous sembler évident, mais le gars qui a inventé ça, il était pas bête quand même. Il s'est dit, quand je mange un fruit, j'ai gardé les graines et je vais les mettre dans la terre. Voilà. Comme ça, je vais avoir mon propre arbre. C'est quand même génial. Bon. Ils ont aussi inventé en même temps les céréales. Alors, ils n'ont pas inventé les céréales, mais ils en ont profité pour commencer à consommer plus de céréales. C'était justement l'époque, la période de l'humanité. En fait, on a commencé à consommer très principalement des céréales. Donc voilà, c'est là où on a commencé à augmenter légèrement notre consommation de sucre. Bon, ça restait dans des quantités tout à fait anecdotiques, on va dire. La majorité, ça restait quand même les légumes, la chasse était toujours très très présente. Petite anecdote, lors de la découverte de l'Amérique, on a notamment installé encore plus, les colons ont installé encore plus de canne à sucre. Et ça a joué aussi un rôle majeur dans l'augmentation de la production et aussi de la baisse des prix, parce que quand on a commencé à se développer, on a commencé à vendre du sucre. Et voilà, la découverte de l'Amérique a été aussi un facteur clé là-dedans. Faisons un saut dans le futur, ou dans le passé, si je puis dire, pour passer à l'ère industrielle. C'est-à-dire où l'homme commence à fabriquer des usines. D'accord. Qui a tout changé. Ben oui, c'était une période en fait où ça a commencé un peu à partir en cacahuète, même si c'est resté encore très anecdotique, on va dire, mais ça a été un peu un déclencheur intéressant de l'industrialisation effectivement de la nourriture. Donc ça commence à peu près dans les années 1800-1900. Et à ce moment-là, en fait, le sucre commence à devenir accessible à peu près toutes les couches sociales. Parce que le sucre reste encore quelque chose de très... de plutôt réservé aux personnes riches, on va dire. Mais à partir de 1800, ça commence à se démocratiser. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si on revient un petit peu en arrière, au Moyen-Âge, le sucre était encore très très rare en fait, et c'était vraiment quelque chose qui était considéré comme un luxe. D'ailleurs, on l'appelait l'or blanc, parce que le fait d'avoir du sucre, c'était un signe de richesse en fait, quoi. Voilà. Et donc, à partir de 1800, on va dire, ça se démocratise. Même les personnes les plus modestes peuvent avoir accès au sucre. Peut-être pas une bonne chose, mais en tout cas, voilà. Un petit chiffre intéressant, la production mondiale de sucre est passée d'environ 2,8 millions de tonnes en 1850. D'accord, donc 2,8 millions de tonnes en 1850 à aujourd'hui 170 millions. Donc c'est une véritable explosion. C'est pour montrer qu'à l'époque, la révolution industrielle, on va dire, c'était encore très faiblement présent dans le monde, on va dire, tel qu'on le connaissait à l'époque, quoi. Petite différence aussi, c'est que d'ailleurs, tu sais Fiona, quelles sont les deux principales sources de sucre aujourd'hui? Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la canne à sucre. Est-ce que tu connais l'autre source? La betterave. Ok. La betterave, ouais, c'est on va dire, c'est ce qu'on appelle la betterave sucrière, c'est une espèce particulière qui donne beaucoup de sucre en fait, quoi. Okay. Et c'est justement à l'époque, en 1800, qu'on a inventé, on va dire, la betterave sucrière, qui a permis justement de diminuer les coûts, parce que la betterave c'est moins cher que la canne à sucre en fait. Ok, je savais pas. Voilà, donc ça c'est une anecdote qui est intéressante parce que ça montre en fait que l'humain justement a cherché à trouver d'autres sources de sucre pour avoir ce petit plaisir, on va dire, au quotidien. Autre explication aussi qui explique pourquoi on l'a utilisé de plus en plus dans le monde
industriel. Je ne sais pas si tu sais, mais le sucre, c'est un peu comme le sel. Il a une propriété intéressante pour les aliments. La texture et tout ça. Et pour le conservateur aussi. C'est un conservateur, ouais. Notamment, si tu fais des confitures, le fait de mettre du sucre, ça permet de conserver les aliments. Et effectivement, pour la texture aussi, on va en reparler un petit peu après. Donc voilà, les conserves de fruits, typiquement, si tu veux que les conserves de fruits se tiennent bien, tu vas rajouter du sucre. Donc là, c'est à partir de là, en fait, à partir du moment, notamment, on développe la betterave sucrière, que le sucre commence à diminuer, le coût du sucre commence à diminuer. Et comme il coûte moins cher, eh bien, du coup, il va se répandre de plus en plus. C'est à cette période aussi qu'on commence à inventer ce qu'on appelait à l'époque les réclames, la publicité. Voilà, on va vous dire, mangez du sucre, c'est bon. Il y a du marketing qui va aussi être mis de plus en plus en route pour inciter justement les gens à acheter du sucre sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as connu, il y avait pour revenir plus à l'époque contemporaine, il y avait une pub qui était assez connue, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'était où des gens mettaient, on voyait des dominos avec du sucre. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette pub-là. C'était en fait, je crois que c'était la Fédération française de sucre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Okay. Le but, c'était de dire le sucre, c'est génial. Et ils avaient mis des petits carrés de sucre, c'est comme des dominos. Et en fait, la pub, c'était des sucres qui tombaient en mode domino. Je ne sais pas, tu n'as jamais vu cette pub? Non, ça ne me dit rien. Ça, c'est une pub qui a aussi, j'ai pas eu son impact, mais qui a marqué un peu les esprits. Ouais, voilà. Tu vois, je m'en souviens encore, donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué les esprits, effectivement. Donc voilà, à partir, on va dire, de l'ère industrielle, c'était là où, comme beaucoup de choses, en fait, c'est un peu parti en cacahuète parce qu'on est passé à une étape supérieure, c'était l'industrialisation de masse, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour le sucre, ça va être aussi valable pour l'alimentation en général. C'est que, au lieu juste d'aller chercher ces aliments dans notre champ, et bien en fait on va les mettre dans une usine et on va les transformer et on va les mettre à grande échelle. Ça a eu des avantages, on va dire, quand même non négligeables, c'est-à-dire que effectivement la nourriture a permis d'avoir peut-être une meilleure conservation, d'être beaucoup plus accessible, mais derrière le côté négatif, c'est que pas forcément derrière on va avoir plus de consommation. Exactement, voilà, plus de consommation et puis comme on l'a vu, cette addiction potentielle qui va aussi revenir, mais là qui va être un peu déréglée parce que, au lieu d'être récompensé parce qu'on en trouve occasionnellement, on va être récompensé parce qu'on en trouve tous les jours. Et voilà, au final, c'est problématique. On passe du coup maintenant au XXe siècle, donc l'époque contemporaine, l'époque moderne. Et là, en fait, on va avoir une très forte augmentation aussi. Pour donner des chiffres beaucoup plus récents, entre 1970 et les années 2000, la consommation de sucre a augmenté de 30% aux États-Unis. 30%, c'est juste gigantesque en juste 30 ans. Donc c'est astronomique. C'est dans les années 70 aussi qu'on invente, je ne sais pas si tu connais, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. C'est un sucrant en fait, qu'on retrouve beaucoup dans les produits industriels, qui a en fait on va dire l'avantage d'être pas cher et qui permet en fait de créer du sucre vraiment à bas coût en fait, quoi. Qui c'est moins cher que le sucre de canne par exemple en fait. Et ça a été largement utilisé notamment dans les sodas. C'est tout le sucre des sodas aux États-Unis, le Coca, le Pepsi, c'est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, quoi. Et d'ailleurs, c'est de là que vient cette notion de maladie du foie gras, les maladies du soda. Je ne sais pas si ça te parle, la maladie du soda. C'est le fait que les gens qui consomment beaucoup de soda, ils vont avoir en fait un foie gras. Et en fait, ça vient du fait que dans les sodas, on va trouver justement du fructose. Et si tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, le fructose, il va être traité par le foie en grande partie. Et c'est pour ça que les gens qui consomment beaucoup de soda, eh ben, ils vont avoir un foie gras très rapidement. Ils vont devenir un peu comme des canards qu'on engraisse. Et le foie va devenir très très gras. D'accord. Donc voilà. Donc là, pareil, le marketing se développe. On vous incite énormément à consommer du sucre. Et ça va être l'explosion des produits ultra transformés. C'est-à-dire que là, on passe à un niveau au-dessus. C'est que c'est plus juste les aliments sont dans l'industrie, c'est on les transforme.
c'est là, par exemple, où tu vas avoir le fait qu'on ne fournit pas juste des fruits, c'est qu'on va, ce qu'on appelle, casser la matrice du fruit. On va extraire le sucre des fruits, on va le séparer de la chair, on va enlever les vitamines, on va enlever les minéraux. Ce qui est jus de fruits, tout ça. Exactement, voilà. Quand tu as un jus de fruits, tu n'as plus grand-chose qui reste du fruit. Tu as juste, on va dire, du sucre et de l'eau, pour faire très très simple. Et au final, tu vas avoir un produit qui va être... pas très bon pour la santé, parce que la nature, elle a des produits qui sont bons de base, et quand on commence à les séparer, à casser ce qu'on appelle la matrice du fruit et des aliments en général, tu vas avoir un produit qui va être différent. Et aujourd'hui, l'alimentation ultra transformée, en fait, c'est ça, en fait, en grande partie. On casse les aliments, on n'en prend que des petits morceaux, et on recompose d'autres aliments, en fait. Donc c'est là qu'on va avoir, effectivement, comme tu l'as dit très bien, les jus de fruits industriels, les sodas, qui sont devenus en fait les principales sources de sucre. On va en trouver effectivement aussi dans l'alimentation ultra transformée en général. Tu achètes des lasagnes ultra transformées, tu vas en avoir pour deux raisons. C'est un conservateur et puis c'est un exhausteur de goût aussi. L'exemple que je donne souvent, c'est les tomates. Si tu prends des tomates industrielles, des tomates pas chères, tu vas avoir des tomates qui sont très pauvres, en fait, parce qu'elles ont grandi, elles ont poussé dans une serre, elles n'ont pas vu de soleil, elles ont des racines qui poussent, qui étaient dans du coton, pas dans la terre. Ouais, donc elles n'ont pas de goût. Exactement, parce que ce qui fait qu'une tomate a du goût, c'est qu'elle a été au soleil, c'est qu'elle a eu justement tout ce que la nature lui offre, en fait, de l'eau et du soleil. Dans un laboratoire, en fait, il n'y a pas ça, donc on compense. Et la tomate qui va sortir d'une usine, on va dire, elle n'a pas de goût. Non. Donc, pour compenser, quand tu fais une pizza industrielle, où tu mets des tomates industrielles, comme ça n'a pas de goût, on va racheter du sucre pour qu'on se dise... un peu de matière, quoi. Voilà, pour qu'on ait un petit peu de goût derrière, quand même, quoi. Et ça, c'est vrai pour tout, en fait. Tous les aliments modernes, en fait, on leur rajoute du sucre. Il n'y aurait pas de sucre, en fait, les gens diraient, mais ça n'a pas de goût, c'est fade, en fait. C'est très, très fade. Et d'ailleurs, ce que les industriels connaissent bien, c'est la combinaison gras plus sucre. L'exemple que je donne souvent aussi, c'est le McDo, en fait, tout ce qui est junk food. Ça a été en fait optimisé en laboratoire. En fait, la proportion de sucre et de gras a été optimisée pour qu'en fait le goût en bouche soit parfait. Ça s'appelle la palatabilité en fait de l'aliment, c'est qu'un aliment soit palatable, c'est-à-dire qu'il soit satisfaisant en bouche. Et ça, en fait, le sucre est un des vecteurs principaux en fait qui agissent sur la palatabilité d'un aliment. Donc voilà, cette subtile mélange de sucre et de gras, il est détonnant. En fait, pareil, tu prends un biscuit, les biscuits du commerce, tu as forcément du gras dedans, tu as forcément du sucre. Et quand tu l'as en bouche, tu dis c'est très bon. C'est parfait et tu as envie de manger toute la boîte. Après. Si tu prends une boîte de Ferrero Rocher, par exemple, et c'est pareil, il y a un petit peu de gras dedans, c'est en bouche, c'est un peu huileux, et puis c'est du sucre. Et en fait, cette combinaison parfaite de sucre et de gras, c'est ce qui rend en fait le Ferrero Rocher hautement addictif et que tu as envie de finir la boîte quand tu commences en fait. Quoi. Et là, du coup, c'est intéressant parce que justement, c'est ce qu'on disait aussi en introduction, c'est que le sucre, en fait, il a ce côté addictif du fait qu'il sécrète de la dopamine. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on expliquait en introduction, c'est que pour nos ancêtres, ça faisait sens qu'il y ait cette sécrétion de dopamine pour les inciter à aller chercher cette source d'énergie rapide. Aujourd'hui, ça fait plus sens du tout parce que le sucre, comme on l'a vu, il est en abondance. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes vont aller vers le sucre pour le plaisir qu'il procure et la source de dopamine qu'il donne, en fait. Et ça participe à avoir une sorte de satisfaction immédiate. Et ça va venir, en fait, peut-être compenser aussi ou venir comme une sorte de rustine pour des gens qui ont des petits manquements dans leur vie. Exemple, si tu as demain de la tristesse, si tu es stressé, si ça va pas dans ta vie, est-ce que tu vas aller vers une boîte de brocoli ou une boîte de Ferrero Rocher? Je pense qu'on a la réponse. Brocoli. Des brocolis. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film Bridget Jones, la scène typique, c'est la glace. En fait, elle est sur son canapé, elle mange de la glace. Parce que, je sais plus trop le scénario, mais elle est triste, en fait, et ça va pas... Pour
pour se faire plaisir, du coup, Voilà. tous les produits sucrés qui Voilà. arrivent. Elle se tape sa boîte, son pot de glace. Parce que justement, elle va avoir la dopamine que lui donne pas forcément la vie. Donc c'est ça en fait le problème aujourd'hui du sucre et des drogues d'ailleurs en particulier, parce que tu peux avoir la même chose pour le tabac, pour l'alcool. C'est qu'en fait ce sont des sources, et d'ailleurs aussi peut-être aussi en partie les réseaux sociaux aussi, soyez en passant. Ce sont des sources immédiates de dopamine, ce que les gens cherchent à avoir parce qu'ils ne l'ont pas dans la vie au quotidien. Exemple, si tu es triste, si tu es déprimé, si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'as pas de projet, si tu as une déception sentimentale, si tu t'ennuies, exactement, si tu t'ennuies, eh ben, ton cerveau, il va pas aimer ça. Il va vouloir une source de dopamine pour retrouver un état normal. Voilà. Et quelle est la source de plaisir la plus simple qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre monde moderne ? C'est le sucre. Voilà. Tu vas dans un supermarché, t'achètes des biscuits, t'achètes une glace, et voilà quoi. C'est la façon la plus simple d'avoir du plaisir. Et ça, en fait, les industriels l'ont bien compris. C'est pour ça, en partie aussi, qu'ils en rajoutent en grande partie dans les aliments, c'est que ils veulent que leurs produits soient associés au plaisir. Donc, en y mettant du sucre, tu vas avoir ce sentiment, c'est que ce produit il procure du plaisir et il est agréable en fait, quoi. Et voilà aussi pourquoi on va vouloir le racheter. Donc forcément la publicité en joue énormément, ça c'est clair. On en parlait dans les années 1800, c'était le début un peu des publicités, mais aujourd'hui voilà, c'était totalement c'est explosif, en mode explosif. Et le problème aussi qu'on va avoir, c'est peut-être aussi pour les enfants, parce qu'aujourd'hui on va avoir très tôt en fait cette exposition au sucre. Et très tôt, l'assimilation sucre égale plaisir, en fait. D'ailleurs... Égale récompense. Égale récompense. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe souvent, les parents, qu'est-ce qu'ils disent Finis ton assiette, sinon pas de dessert. Sinon pas de dessert, donc sucre égale récompense. Fais tes devoirs et après tu pourras prendre ton goûter. Donc, tu associes encore une fois le sucre avec la récompense. Et même aujourd'hui, enfin, quand on fait des soirées un peu festives, le sucre, ou un anniversaire, quand on fait un anniversaire, c'est un gâteau, c'est pas un plat de brocoli. Parce qu'on associe justement le côté sucre au côté plaisir. Il faut pas forcément voir ça toujours du côté négatif. Là, j'ai peut-être tendance à brosser le sucre en mode négatif, c'est mal. Je pense pas qu'il faut forcément dire que c'est mal. Il faut juste avoir un équilibre. Et revenir à une consommation raisonnable et raisonnée du sucre. C'est OK, je pense, de dire que le sucre est associé au plaisir, parce que physiologiquement, c'est le cas. On ne peut pas le nier. Psychologiquement aussi, pourquoi pas ? C'est OK pour moi de se dire ça va pas très bien et de se faire un petit plaisir sucré. Oui, parce que ça arrive à tout le monde aussi. Voilà. C'est OK, comme on peut avoir d'autres façons de chercher du plaisir. Mais là, en fait, où ça va devenir problématique, c'est quand on va avoir une surconsommation. C'est quand cet état de recherche de plaisir devient la norme et qu'on veuille en fait que ce soit tous les jours. Matin, midi et soir. Typiquement des gens qui consomment au petit-déj des produits sucrés, directement ou indirectement. Quand je dis indirectement, ça va être par exemple en consommant des amidons. Si tu consommes du pain, si tu consommes de la brioche, c'est de l'amidon, mais l'amidon, en fait, il va être coupé en petites molécules de glucose et en fait, il va agir exactement comme le sucre. Quand tu prends du pain blanc, tu vas avoir le même impact sur ta glycémie que quand tu consommes du sucre que tu mets dans ton café. En fait, c'est pareil. D'un point de vue physiologique, c'est pareil. Donc, que tu consommes, en consommant du sucre dès le matin, genre tranche de pain avec confiture. Ensuite, tu vas en consommer le midi. Parce que, je sais pas, le midi, tu manges au self de l'entreprise, tu manges des lasagnes. Et dans les lasagnes, tu vas avoir de la pâte, de l'amidon. La sauce tomate. Sauce tomate industrielle, exactement. Tu vas peut-être prendre un petit dessert aussi. Tu vas prendre, tiens, aujourd'hui à la cantine, il y a un gâteau, donc il y a du cheesecake. Allez, allons-y pour le cheesecake. Et puis ensuite, il y a la pause de l'après-midi avec tes collègues. Donc tu vas aller au distributeur, prendre un petit café, et puis en même temps, tu vas prendre, un petit biscuit, voilà, parce que pour tremper dans ton café quand même, quoi. Et puis voilà, donc ça, c'était la journée. Ensuite, tu rentres chez toi le soir. Ah, t'as bien travaillé, t'as eu une bonne journée. Du coup, hop, on va se faire un petit plaisir. On peut se prendre, un petit Ferrero Rocher pour se récompenser d'avoir
passer une bonne journée. Ensuite, ça va avoir du repas. Donc, allez, on va se faire une bonne plâtrée de pâtes. Parce que les pâtes, c'est sympa quand même. Donc, mais les pâtes, c'est quand même composé en grande partie d'amidon. Donc, ça va avoir aussi un impact sur ta glycémie. Puis bon, bah voilà, c'est fin de semaine. Donc, allez, petit dessert. Qu'est-ce qu'on se met en dessert? Petite glace. Petite glace, allez. Devant Netflix, on sort une petite glace, voilà. Et en fait, si c'est une journée comme ça, c'est pas très grave, en fait. Là où ça va être problématique, c'est si jamais c'est ta journée type. Parce que dans ces cas-là, tu vas être exposé au sucre matin, midi et soir, tous les jours de la semaine, en fait. Et cette journée un peu type que j'ai décrit, elle peut sembler un peu stéréotypée, mais elle n'est pas loin de ce que beaucoup de personnes ont comme journée type, au moins d'un point de vue alimentaire. Et le problème derrière, c'est que d'une part, tu vas être exposé au sucre matin, midi et soir. Donc d'un point de vue dopamine, tu vas avoir cette sécrétion de dopamine, mais surtout, en fait, tu vas avoir ta glycémie, donc ton taux de sucre dans le sang, qui va toujours être pas normal, en fait. Élevé, en fait. Quasiment, voilà. Parce que le matin, tu as consommé du sucre, ensuite le midi, l'après-midi, le soir, et ta glycémie, en fait, elle est jamais tranquille. Et quand tu vas avoir cette glycémie qui n'est pas normale, bah, ton corps va lutter contre ça pour la faire revenir normalement, grâce à l'insuline, donc l'hormone sécrétée par le pancréas, qui a pour objectif de remettre ta glycémie normale. Et en étant confronté à l'insuline matin, midi et soir, de façon quasiment non-stop, ton corps va être exposé tout le temps à l'insuline. Et donc, il peut arriver un problème, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être exposé à l'insuline, ton corps ne va plus l'écouter. C'est qu'en fait, tes cellules, elles seront un peu étanches à l'insuline. Elles vont dire non, c'est bon, on est tout le temps là, donc on s'en occupe plus, quoi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir un niveau de sucre dans le sang qui va être chroniquement élevé. C'est-à-dire que comme l'insuline ne fait plus son taf, eh bien, en fait, on a toujours un niveau de sucre dans le sang qui est pas normal, on va dire, quoi. Et cette résistance à l'insuline, c'est le premier pas vers le diabète de type 2. Une pathologie qui est en pleine explosion dans le monde moderne. D'ailleurs, je donne souvent cette anecdote aussi, mais je ne sais pas si tu sais, sur le Amazon américain, les livres de cuisine qui sont tout le temps dans les best-sellers, c'est les livres de cuisine pour diabétiques de type 2. Okay. Pour les diabétiques en général, on va dire, quoi. Parce que tu as une proportion de diabétiques aux États-Unis qui est juste pharaonique. Tout à l'heure, je disais qu'un Français moyen consommait 30 kilos de sucre par an et par habitant. Aux États-Unis, c'est plus de 40, je crois même 50. Donc on n'est pas loin d'être pas 2 fois plus, mais au point 1,5 fois plus, quoi. Donc les Américains sont confrontés vraiment à une vraie épidémie en fait d'obésité en général et en particulier en fait de diabète de type 2, quoi. Et le diabète de type 2, en fait, c'est lui aussi un point d'entrée vers d'autres pathologies. Parce que dès que tu as un niveau de sucre chroniquement élevé dans le sang, tu vas avoir des problèmes, donc on disait obésité, parce que tu as du sucre tout le temps dans le sang, et le corps, en fait, il est tout le temps en mode stockage. Les maladies cardiovasculaires, parce qu'avoir du sucre dans le sang, en fait, ça va avoir des impacts très mauvais sur tes artères. Ça va avoir un impact sur ta peau aussi, parce que tu vas avoir un vieillissement prématuré. Faut savoir que plus tu as de sucre dans le sang, plus tu vas avoir une réaction entre des protéines et le fameux sucre qu'on appelle la glycation. Et cette glycation, en fait, c'est une source hyper importante de vieillissement, en fait, quoi. Tu vas avoir plein de choses. Tu vas avoir plus de fatigue parce qu'en fait, comme tes hormones qui gèrent ton énergie, elles marchent mal, tu vas avoir plus de fatigue. La liste, elle est tellement longue, en fait, qu'on pourra parler pendant une demi-heure, en fait, des conséquences de tout ça. Et voilà. Du coup, au final, comment revenir à un niveau normal ? Comment vaincre cette surexposition au sucre qui bousille notre cerveau et qui bousille notre corps ? Est-ce que toi, tu aurais des pistes, Fiona, à nous donner pour consommer moins de sucre ? C'est trouver des alternatives, je dirais. C'est une première étape, je pense, se renseigner sur ce qui existe. Maintenant, on a la chance d'avoir plein d'alternatives sur les produits
Par exemple, à la place du sucre blanc, essayer d'utiliser du miel ou tout ce qui est sirop d'érable, sirop d'agave, sucre de coco aussi. Exactement, ouais. Après, essayer de cuisiner des gâteaux faits maison. En fait, ça peut être une première étape à la place d'acheter des biscuits déjà tout faits, en fait, se faire, je sais pas, un banana bread. Maison. Vous avez une super recette Bimove en passant. Enfin voilà, des petites choses comme ça où il faut pas, je pense, bannir le sucre du jour au lendemain de sa vie, mais en fait faire des changements progressifs. C'est ça, ouais. Et comme tu disais, en fait, fuir globalement déjà les produits ultra transformés. Oui, déjà. Parce qu'on l'a vu, ils contiennent du sucre en grande partie pour la conservation et pour le côté exhausteur de goût. Donc ça, c'est une base fondamentale déjà. Et comme tu disais, revenir à une cuisine qu'on fait soi-même en fait. Et d'acheter un gâteau, on le fait soi-même. Au lieu de vouloir aussi mettre du sucre systématiquement partout, essayer de diminuer. Enfin, un exemple typique, c'est les gens qui mettent du sucre dans leur café, par exemple. Souvent, en fait, ils disent ouais, mais si je mets pas de sucre, en fait, le café, c'est trop amer, en fait. Quoi. Ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, le côté amertume du café va être masqué par le côté sucré du café, du sucre. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que faut pas forcément passer du jour au lendemain à je mets 2 sucres dans mon café à 0. Parce qu'effectivement, ça va être imbuvable pour quelqu'un qui n'aime pas le café sans sucre. Par contre, ce que je conseille en général, c'est de diminuer très progressivement. Par exemple, passer à 1 sucre et demi, et pendant, 10 jours, tu gardes 1 sucre et demi. Déjà, tout doucement, tu as quand même diminué un tout petit peu quand même, quoi. Ensuite, tu passes à 1 sucre. Voilà, tu es quand même réduit de moitié, quand même. C'est quand même pas rien. Et je pense que le fait d'y aller comme ça progressivement, tu vois, et bien, en fait, au fur et à mesure, ton palais va s'habituer. Et un jour, tu vas te dire, finalement, c'est bon, je mets plus de sucre dans mon café. Et voire même, si t'en mets, tu vas dire, ah, mais c'est pas bon, en fait, c'est pas sucré, c'est trop sucré. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut, en fait, au final. Au final, c'est quand on goûte un produit qui contient du sucre ajouté, de façon, on va dire, arbitraire par l'industrie, etc., il faudrait, idéalement, qu'on ait ce petit répulsif, là, genre, c'est trop sucré. Ça, c'est un très bon signe, ça veut dire, effectivement, qu'on s'est déshabitué du sucre. Et c'est OK d'en consommer, mais de façon modérée et occasionnelle. Là, on va avoir un bon comportement avec le sucre. Parce que, inversement, si jamais on se dit, je prends un truc et que ça manque de sucre et je vais en rajouter, là, on a un problème avec le sucre, en fait. Quoi. Et on va avoir aussi un problème si on ne peut pas, par exemple, passer une journée sans avoir de sucre. Si, par exemple, on ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas une autre dose de sucre. Ou si parce que... il y a tous des effets psychologiques secondaires liés au sucre. Dès qu'on en éprouve au moins quelques-uns, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est sensibiliser au danger du sucre, expliquer pourquoi en fait aujourd'hui on en consomme autant et montrer en fait qu'on peut se déshabituer progressivement du goût sucré. C'est pas une fatalité en fait. Le monde moderne nous a surexposés au sucre et aujourd'hui on a des armes pour se réapproprier notre alimentation. Ça passe, comme tu le disais, par le fait de faire à manger soi-même, changer ses habitudes progressivement et au final, retrouver une relation normale avec le sucre. Parce que comme tu disais, le but, c'est pas l'évincer de notre vie. On a tous le droit d'avoir... de se faire une crêpe, une crêpe au sucre ou au Nutella, ou d'aller manger un gâteau sucré, ou de prendre un cheesecake, qui est mon gâteau préféré, au restaurant. C'est totalement OK, mais ce qui est moins OK, c'est de le surconsommer. Quoi. Oui, c'est retrouver l'équilibre. Parce que le plaisir est toujours important dans la vie. Donc exactement. D'où d'ailleurs le nom de ce podcast, Équilibre et vous. Voilà. Dis donc, quelle coïncidence. Cette notion d'équilibre, elle est pour moi effectivement super importante et le sucre doit faire partie de cet équilibre. Si vous souhaitez aller plus loin, d'ailleurs, on vient de sortir un tout nouveau programme qui s'appelle Décrocher du sucre, qui est la 2e version de ce programme, qui est un programme complet qui vous explique comment vous pouvez décrocher du sucre étape par étape. C'est un programme en fait qui est découpé en, on va dire, 3 grandes parties. Une partie un peu, préparatoire où justement on va commencer à faire un peu poser les bases, voilà, faire un peu le ménage dans sa cuisine, savoir quoi changer concrètement dans sa cuisine. Ensuite, 2e partie, on travaille sur la partie physiologie, c'est-à-dire le corps,
concrètement comment on peut en fait, se déshabituer du sucre et comment on peut aussi rééquilibrer ses hormones, parce que les hormones, le sucre a tendance à déséquilibrer nos hormones. On a parlé tout à l'heure de l'insuline, mais il y a aussi d'autres hormones qui sont impactées, comme le cortisol, comme la mélatonine, comme voilà, il y a plein d'hormones qui sont impactées par le sucre. Et donc, dans la partie physiologique, on voit quels sont les grands changements à faire dans sa vie pour que le corps retrouve, on va dire, se déshabitue concrètement du sucre. Parce que des fois, on peut avoir une dépendance physiologique. Un exemple très bête, c'est que si, par exemple, tu as une dysbiose, donc une dysbiose, c'est quand tu as un microbiote intestinal qui est déséquilibré. Dans certains cas, tu peux avoir une dysbiose qui, notamment, favorise des bactéries qui sont avides de sucre, ce qu'on appelle le candida albicans. Et en fait, quand tu as le candida, il faut savoir que c'est pas ta faute si tu as envie de sucre, c'est la bactérie qui t'envoie des neurotransmetteurs qui te dit grosso modo je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre. Et du coup, toi, t'as pas le choix, t'as envie d'en manger en fait, quoi. Donc là, c'est pas un côté psychologique, c'est un côté physiologique. Et dans cette partie-là, justement, on voit concrètement comment on peut rééquilibrer le corps. Et puis, deuxième grande partie. Troisième, pardon, ouais, c'est la partie psychologique. Qui est un gros morceau. Un gros morceau, ouais. Tu peux nous en parler un tout petit peu, Fio Ouais, bah, c'est ce que tu avais dit, dont tu avais parlé avant, mais des fois, en fait, il n'y a pas forcément de problème physiologique. En fait, ça se passe plus dans la tête. Et comme Will disait tout à l'heure, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous avez des manquements quelque part, si votre travail vous convient plus ou votre situation amoureuse non plus, en fait, vous allez compenser le manque de tout ça par le sucre. Et en fait, vous aurez beau changer ou faire tout ce que vous pouvez pour sortir le sucre de votre vie, en fait, tant que vous travaillez pas sur le mental, ça pourra pas s'améliorer, en fait. Exactement, voilà. Donc là, on travaille sur la partie psychologique. On fait un peu le point sur toutes les choses qui pourraient impacter votre envie de consommer du sucre d'un point de vue psychologique. Et c'est valable d'ailleurs pour beaucoup de drogues, en fait. Encore une fois, on parle du sucre dans ce programme, mais ça peut être valable pour l'alcool aussi. Les gens qui sont addicts à l'alcool, qui sont alcooliques, eh bien, on se rend compte que c'est pas forcément de leur faute aussi. Il peut y avoir des causes profondes. Et justement, dans ce programme-là, on travaille sur ces causes profondes. Voilà, donc un programme super complet. On vous mettra le lien dans la description si ça vous intéresse. Il y aura aussi... En plus, il y aura quelques recettes aussi qu'on va donner. Et c'est pas parce qu'il y aura des recettes sans sucre que c'est des recettes pas bonnes ou pas gourmandes. C'est des bonnes recettes, justement, qui peuvent vous faire changer d'avis sur le fait qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre du sucre blanc pour avoir des bonnes pâtisseries, par exemple, ou... Surtout au niveau du petit déjeuner, je pense. C'est bien. On a mis pas mal d'alternatives parce que je pense que c'est ce qui est le plus compliqué. Enfin, même moi, au début, j'ai eu du mal à changer certaines habitudes. Donc, on a mis des recettes et vous aurez aussi un petit workbook, en fait, pour que vous appliquiez les choses que Will préconise, en fait. Donc, vous aurez des petits exercices à faire pour vous pousser à changer vos habitudes. Exactement, voilà. Donc, un programme très complet, on vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser une petite évaluation sympathique sur votre plateforme préférée. Voilà. 5 étoiles minimum. Minimum 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un qui a des petits soucis avec le sucre. Dites-nous en commentaire comment quelle relation vous avez avec le sucre. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous en consommez beaucoup ou pas? Et puis nous, on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Dans un mois. Voilà. Du coup, comme tous les derniers mercredis du mois, comme d'habitude. Merci Fiona en tout cas. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ce podcast vous permet d'opérer des changements sur votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de le diffuser autour de vous, car c'est la meilleure manière de soutenir notre travail. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.